Le ministère de l'économie et des finances a convié ce mardi 27 septembre 2022 les responsables et cadres d'institutions autour de l'édition 2022 de la conférence de la Direction générale de l'économie. Cotonou abrite pour 3 jours l'atelier régional de formation sur l'agriculture, sensible à la nutrition. L'atelier réunit plusieurs experts en nutrition et en alimentation venus des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont été installés ce mardi 27 septembre à Cotonou. Ils viennent ainsi de prendre officiellement fonction en tant que défenseurs des intérêts de toutes les fédérations des artisans locaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de la mi-journée au cœur du Bénin et du monde. C'est parti pour 45 minutes d'actualité nationale et internationale. Je suis Naomi Soumanou. Je suis avec Manchoukurat Fatoumbi. Manchoukurat, bonjour. Bonjour à vous, Naomi Soumanou, chers téléspectateurs. Merci de préférer au cœur du Bénin et du monde. C'est l'édition de la mi-journée sur Gulf TV Africa. Vous le savez déjà. Des centaines de milliers de Maliens sont sortis mardi 27 septembre pour accueillir en héros le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, dont le discours à la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU a suscité l'admiration et la fierté de toute l'Afrique et des Africains dans le monde entier. Mouvements, associations, sociétés civiles et partis politiques maliens y ont mis de l'heure pour mobiliser le peuple afin d'accueillir celui qui appelle désormais le digne du continent africain, celui qui s'appelle désormais le dit fils du continent africain. Regardez. Des centaines de milliers de Maliens ont pris d'assaut l'artère principale de Bamako, de l'aéroport de Sénou au palais de Koulouba, en passant par le monument de l'indépendance dans le centre-ville. Le cortège du Premier ministre Abdoulaye Maïga a mis près de 3 heures de temps. Ils sont massivement sortis pour montrer au Premier ministre et sa délégation qu'ils sont allés parler au nom des Maliens. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est avec une joie immense, un grand honneur pour ma modeste personne de vous adresser ces quelques mots au nom du peuple souverain du Mali. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le peuple malien tout fier vous dit merci, merci à vous et à toute la délégation pour ce travail si bien accompli en son nom. Effectivement, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes plus de 200 associations et mouvements, des femmes et des hommes, de toutes obédiences, de toutes catégories socio-professionnelles, de tout âge qui sont venus témoigner devant Dieu, devant l'Afrique et devant le monde que nous sommes fiers des mots, des phrases que vous avez prononcées en notre nom à la tribune de l'ONU pendant sa 77e Assemblée générale. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé au monde entier que le Mali, un grand pays avec une histoire riche, des empires mais également un homme de grands hommes, Soundiata Keïta, Soumanguru Kanté, Soni Alibert, Tcheba et Babemba Traoré, Sekou Amadou, Damazon Koulibaly, Firoun, Modibo Keïta, pour ne citer que ceci, ne manquera jamais d'hommes et de femmes capables de porter le flambeau de la dignité au nom de l'Afrique et du monde entier. Vous avez ravivé un espoir inestimable de fierté au peuple digne du Mali et de l'Afrique. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous dire
que le peuple malien, dans sa majorité, en tout cas tous ceux qui sont acquis au changement, assis mot par mot, virgule par virgule, phrase par phrase, l'entièreté des 18 pages de votre discours et s'y reconnaît entièrement. Salut militaire, agitation de la main, une photo du colonel Assimi Goïta dans l'autre main, le drapeau malien posé sur son véhicule. Le colonel Abdoulaye Maïga a tenu à honorer le public sorti pour l'acclamer. Le véhicule du Premier ministre était suivi de près par celui de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Tous deux héros de tout un peuple fier de la souveraineté retrouvée de leur pays sur le plan international. Le samedi 24 septembre, à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a tenu un discours qui a fait écho au Mali et à l'international. Le Premier ministre a accusé, entre autres propos, les autorités françaises d'avoir poignardé le Mali dans le dos. Sur les plateformes de l'ONU, le discours du Premier ministre malien se classe dans le top 3 des plus visionnés lors de la 77e Assemblée générale. Le ministère de l'économie et des finances a convié ce 27 septembre hier donc les responsables et cadres d'institutions autour de l'édition 2022 de la conférence de la Direction générale de l'économie. Et oui, Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience, c'est le thème autour duquel s'est axé les réflexions. Compte rendu signé Aristide Kanoussou et Flavien Zomao. Ministre de l'économie et des finances, je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre salle de conférence de la Direction générale des impôts. Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience, c'est sous ce thème que cette conférence s'ouvre sous la coupole de la Direction générale de l'économie. L'édition 2022, présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, a permis aux participants, pendant 4 heures d'horloge, de mener des réflexions approfondies sur l'état des lieux de ce qui constitue événement bouleversant et discuter des perspectives. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui a lancé les travaux. Depuis 2016, notre pays, sous le leadership de son chef d'État, a fait le choix de bâtir une économie plus forte, plus dynamique et plus résiliente au choc. Vous comprenez donc l'intérêt pour notre ministère et le ministre d'État d'organiser des assises sur cette problématique pour réfléchir à de nouveaux modèles qui permettront de gérer de façon plus optimale ces chocs exogènes auxquels l'économie est constamment confrontée. Nos assises de ce matin sont alors le lieu de faire des réflexions prospectives sur les modèles de résilience économique. Mesdames et messieurs, la qualité des participants que je vois ici me rassure des débats d'idées qui se feront et des recommandations et suggestions pertinentes qui découleront de vos travaux. Le ministre d'État renouvelle son engagement à vos côtés aux fins de contribuer à la formulation des mesures de politiques innovantes pour concevoir des modèles économiques plus résilients pour notre pays. C'est donc sur ces mots que je voudrais déclarer solennellement ouvert au nom de Monsieur le ministre d'État les travaux de la 25e édition de la conférence débat du ministère de l'économie et des finances. Dans la salle de conférence de la Direction générale de l'économie, une attention particulière a régné autour des développements, signe de la volonté et de l'implication de chaque participant. Dans ces circonstances, il sonnait comme une évidence que la présente conférence s'empare de ces deux sujets actuels et les soumette à l'analyse et au débat d'experts avertis, mais aussi d'acteurs économiques et de citoyens quotidiennement confrontés aux conséquences réelles de ces chocs. Nous voudrions une fois encore
vous remercier d'avoir honoré de votre présence à cette conférence et comptons également d'ores et déjà sur votre participation active au débat. Il faut le rappeler, Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience, c'est autour de ce thème que les réflexions ont été menées. L'atelier sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin s'est ouvert ce mardi 27 septembre 2022, organisé conjointement par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le Bureau international du travail. Cet atelier a pour but de faire une étude sociologique sur la thématique afin d'amener le Bénin à évaluer l'ampleur du phénomène. Cette étude n'avait pas pu être restituée à cause de la pandémie de la Covid-19. Les précisions dans ce reportage signé Léonard Claudel Soné-Epon et Moukalil Moutarou. Le complexe Azalea Hotel a abrité ce mardi 27 septembre l'atelier tripartite de restitution de l'étude sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin et l'élaboration d'une feuille de route. Prévu pour se dérouler 2 jours durant, cet atelier mobilise d'une part les représentants du gouvernement et d'autre part ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs. Cet atelier vous permettra, chers participants, de prendre connaissance de l'étude sociologique réalisée sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, de procéder à la validation de cette étude, d'identifier les mesures à prendre pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, enfin de formuler des axes d'un plan d'action pour un monde de travail exempt de violence et de harcèlement au Bénin en vue de la ratification de la Convention numéro 190. Mesdames et messieurs, chers participants, je n'ai aucun doute sur la diversité des expertises réunies dans cette salle que les résultats escomptés seront pleinement atteints. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que l'environnement législatif du Bénin sera bientôt renforcé par la ratification de la Convention numéro 190 sur le harcèlement et la violence en milieu de travail en complément aux lois numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin. Et la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. En dépit des nombreuses études réalisées pour appréhender la violence domestique du genre, aucune étude n'a été réalisée dans le monde du travail au Bénin sur la violence et le harcèlement. Au Bénin, de nombreuses études ont été réalisées pour appréhender la violence domestique de genre. Nous pouvons en citer entre autres l'étude de base du projet Empower, publiée en décembre 2008 sur les violences faites aux femmes et aux filles au Bénin. La recherche faite par le CNV International, l'Université d'Amsterdam en liaison avec l'AIIAS et la Fondation Wage Indicator, réalisée en juillet et août 2015 sur la violence envers les femmes au Bénin. Toutefois, aucune étude sur la violence et le harcèlement n'a été réalisée dans le monde du travail. C'est pourquoi, dans le cadre de la promotion de la Convention numéro 190, le BIT a conduit une étude sociologique sur la thématique en 2021 afin que le phénomène soit mieux appréhendé au Bénin. C'est dans le cadre de la restitution de cette étude que le présent atelier est organisé et son importance n'est plus à démontrer. Fatim Christiane Diaye, la représentante du Bureau international du travail, a rappelé les efforts que font déjà l'institution qu'elle représente pour pallier à ces phénomènes. L'Organisation internationale du travail a été de tous les combats visant à plus de justice sociale pour les travailleuses et les travailleurs et s'est résolument engagée à promouvoir les opportunités pour les hommes et pour les femmes d'obtenir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Or, comme nous le savons, la violence et le harcèlement dans le monde du travail sont des phénomènes pernicieux qui portent gravement atteinte à la dignité et à la sécurité de millions de personnes à travers le monde.
Ces phénomènes sont présents sur tous les lieux de travail. Ils affectent nos sociétés et freinent les progrès de nos économies. En effet, ils dépassent les seules victimes, vont au-delà du monde du travail et s'étendent aux communautés. Ils constituent, à n'en point douter, une menace pour la santé et le bien-être de tous et sont source d'inégalités, de discrimination, de stigmatisation et de conflits sur le lieu de travail. Chaque être humain a un droit indéfectible à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, a-t-elle martelé. Une autre information au cœur du Bénin et du monde aujourd'hui, Cotonou abrite pour 3 jours l'atelier régional de formation sur l'agriculture sensible à la nutrition. L'atelier réunit plusieurs experts en nutrition et en alimentation venus des pays de l'Afrique de l'Ouest autour du thème intitulé « Promouvoir l'agriculture sensible à la nutrition pour assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition en Afrique de l'Ouest ». Le compte rendu est signé Espero Aoussinou, Paul Sagbadjou. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer l'agriculture sensible à la nutrition dans la région ouest africaine. En effet, c'est aussi l'occasion de présenter les initiatives d'agriculture à l'assistance, notamment par l'approche aliments et repas des différents pays présents. Le présent atelier a pour objectif d'échanger sur les initiatives d'agriculture sensible dans ces 6 pays de la CEDEAO et de former les parties prenantes sur le thème promouvoir l'agriculture sensible à la nutrition pour assurer la sécurité alimentaire et une bonne nutrition en Afrique de l'Ouest. Au cours de cet atelier, vous aurez donc à suivre la formation sur les thématiques de l'agriculture sensible à la nutrition telles que enrichissement des aliments pour lutter contre la malnutrition et les carences en micronutriments, importance sociale du secteur de l'alimentation et de l'agriculture et son rôle dans l'amélioration des moyens de subsistance en milieu rural, investissement dans les systèmes alimentaires dans l'agriculture sensible à la nutrition, une note d'orientation pour l'analyse budgétaire, contribution de la recherche à l'agriculture sensible à la nutrition, point des innovations, inventaire des aliments et régimes à haute valeur nutritionnelle, diversité alimentaire. Pour les responsables locaux en charge du suivi et évaluation du projet Benagric et de la coordination du dit atelier, il s'agira de former les participants spécialistes de questions de nutrition provenant des 6 pays consultés. C'est un projet que le Bénin a soumis. En réalité, le COMSEC entretient avec chaque État des coopérations dans 6 domaines. Et donc, le domaine de l'agriculture également. Le Bénin a soumis l'année dernière des projets suite à l'appel à candidature lancé par le COMSEC. Et un de ces projets a été retenu pour mettre en œuvre les initiatives liées à l'agriculture sensible à la nutrition. Et c'est d'abord un challenge qui est lancé pour tous les pays qui entretiennent la coopération avec le COMSEC et la sélection est faite et quand un pays est retenu, le projet est mis en œuvre. Les conclusions ici de cet atelier de formation serviront à nourrir d'abord les réflexions qui sont en cours sur la thématique et aussi à nourrir aussi la prise de décision à des niveaux donnés au niveau du Bénin. Parce que je dois vous préciser que les Nations Unies ont déclaré la décennie 2016-2025 la décennie d'action contre toutes les formes de malnutrition. Donc dans cette décennie, chaque pays de la CEDEAO essaie de mettre en place des stratégies, des politiques, les programmes pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Et comme vous devez le savoir, la malnutrition, c'est devenu un sujet complexe et qui est aussi un sujet multisectoriel, multi-acteurs. Pour lutter réellement contre la malnutrition, on a besoin de tous ces acteurs-là, de leur mobilisation. La nutrition demeure un problème crucial pour la santé, l'économie et le développement durable dans toutes les régions du monde, précise Dr Aka, participante. Il faut dire que l'atelier est une bonne initiative et nous sommes vraiment heureux de prendre part à cette activité de formation sur l'agriculture sensible à la nutrition. Parce que nous savons tous que la nutrition est d'actualité et même l'Union africaine a décrété cette année 2022 comme année pour la nutrition.
Et c'est le président de la Côte d'Ivoire même qui est le président, qui est le lead de cette initiative-là. Donc nous, ça nous fait plaisir d'être là, de participer à cette formation, à ce renforcement des capacités. L'alimentation, c'est le premier pas. Il faut s'alimenter d'abord. L'alimentation, elle est volontaire. Je décide de manger. Mais la nutrition, elle n'est pas volontaire. Parce que la nutrition, une fois j'ai mangé l'aliment qui est dans mon organisme, comment l'aliment se comporte là-bas maintenant? Qu'est-ce que mon organisme tire de bon dans ça pour ma santé, pour mon bien-être? Et donc la nutrition, c'est à un second niveau. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, on voit l'importance de la nutrition parce qu'elle affecte non seulement l'économie du pays, elle affecte le capital humain. Et donc, on a compris que c'est pas seulement l'agriculture, produit, mais il faut produire pour le bien-être, il faut produire pour la santé, il faut produire aussi pour que l'impact soit le capital humain, l'économie du pays. Donc ça va plus loin que juste manger. L'inventaire des régimes à haute valeur nutritionnelle et l'apport de la recherche à l'agriculture sensible sont entre autres thématiques qui seront développées au cours de cet atelier de formation. Les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont été installés ce mardi 27 septembre à Cotonou. Ils viennent ainsi de prendre officiellement fonction en tant que défenseurs des intérêts de toutes les fédérations des artisans locaux. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a réuni les acteurs de ce secteur ainsi que plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Suivez. Le protocole pour ça, l'allocution de monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Ils sont au total 80, issus de 8 corps de métier à être installés lors de la présente cérémonie. Eux, ce sont les membres élus de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. La tenue de cette cérémonie marque ainsi le couronnement d'un processus de réforme prioritaire initié par le gouvernement dans le secteur de l'artisanat. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, procède de la volonté du gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13% et du fait qu'il occupe 25% de la population active. D'assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par une institution consulaire forte, d'augmenter les capacités techniques et la productivité des artisans en vue d'accroître leur compétitivité. Pour rappel, sur un total de 452 246 artisans, 447 540 électeurs potentiels ont participé au scrutin qui a permis de recenser les 80 élus issus des principales listes participantes le 24 juillet 2022. Coalition des artisans pour un nouveau départ, CAND, 19 sièges. Coalition des artisans solidaires et unis, ASU, 61 sièges. COP Campa, 0 sièges. Force artisane pour la victoire, 0 siège. Outre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et la promotion de l'emploi, les artisans représentent également une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, dont 2 des 4 volets sont exclusivement réservés à l'artisanat. Il s'agit des volets ARCH Formation et ARCH Crédit. Grâce à ces 2 volets, des artisans rigoureusement sélectionnés bénéficient de renforcement de capacités et peuvent, après la formation, demander ou avoir accès plutôt à des crédits pour acquérir du matériel ou lancer leurs activités. Nous en sommes à la phase pilote de ARCH Formation qui est en cours dans 8 communes et des centaines d'artisans ont déjà été formés, d'autres sont en cours de formation et dans les mois, l'année à venir, nous passerons, après l'évaluation, à la phase de généralisation. Dans cette salle du Palais des Congrès, si l'on s'exerce à compter les œuvres des artisans, nous dirons, pour ne pas exagérer, que c'est tout. C'est dire
C'est dire combien les artisans sont très importants dans les secteurs vitaux de l'économie de notre pays. L'importance de ce secteur n'est plus à démontrer, aussi bien en matière de PIB qu'en matière d'employabilité de la population. C'est le deuxième secteur contributif au produit intérieur brut dans notre pays, après l'agriculture. C'est aussi le deuxième secteur qui produit le plus d'emplois. Les agriculteurs fournissent 70% des emplois dans notre pays et les artisans 25% et même un peu plus. Et ceci traduit donc l'importance non seulement du secteur, mais de chacun d'entre vous ici. Par ma voix, le gouvernement veut vous témoigner toute sa gratitude et je veux dire que nous pouvons compter et continuer de compter sur l'engagement de chacun pour la poursuite de la grande ambition pour l'artisanat dans notre pays. Plus de 52% des PME et PMI viennent du secteur de l'artisanat. C'est pour ça que face aux nombreux défis liés à votre secteur, la formation professionnelle est au cœur de ce que nous devons faire. Beaucoup dans ce secteur n'ont pas droit à la pension aujourd'hui parce que les mécanismes n'existent pas. Mais grâce à Arche, demain il sera possible. Demain, il sera possible de donner une pension à tous les artisans. Comme dès le 1er janvier 2023, il sera possible de donner la santé à tous les Béninois et bien sûr à tous les artisans. Les 80 élus auront désormais, après avoir désigné les membres de leur bureau, la tâche de veiller scrupuleusement sur les intérêts de tous les artisans du Bénin auprès des collectivités locales, des instances nationales, sous-régionales et internationales. Nous poursuivons avec l'actualité nationale. La dépendance au téléphone portable prend des proportions incontrôlables au point où les fidèles, toutes religions confondues, n'arrivent plus à s'en défaire. Ne serait-ce que le temps des célébrations religieuses. Presque toutes les couches de la société subissent désormais le revers de cette addiction au téléphone portable. On en parle dans le reportage que voici. Des fidèles concentrés sur leur téléphone portable plutôt que sur les dires du prêtre ou de l'imam, la scène est récurrente. Pour certains fidèles, le culte est le moment propice pour des selfies. Pour d'autres, c'est l'heure de s'adonner au jeu ou d'échanger des messages ou encore de parcourir les fils d'actualité des différents réseaux sociaux. Alors qu'ils sont censés suivre les différents sermons, ces fidèles jugent plus important de manipuler leurs gadgets sous le regard impuissant des responsables religieux. Et en fait, il y a parfois, au cours d'un culte, certains utilisent le téléphone portable pour de différentes raisons. En fait, il y a certaines personnes qui sont sélectionnées peut-être par l'Église pour enregistrer certaines choses. Ça, c'est le premier cas. Mais le second cas, il y a des personnes qui n'ont pas réellement la crainte de Dieu et qui prennent leur téléphone se connecter en plein culte. En fait, c'est l'ignorance. Je veux passer par ce canal pour décourager toutes les personnes qui le font parce qu'ils oublient qu'à chaque culte, il y a la présence du roi des rois au sein du peuple. Donc, quand vous avez votre téléphone, c'est ne pas considérer le souverain Dieu. Alors, j'exhorte tous ceux qui manipulent leur téléphone en plein culte de ne plus le faire, car ce n'est pas une bonne chose. C'est le manque de respect. Je trouve que c'est le manque de respect. C'est grave. Nous pouvons peut-être faire ce que nous voulons dans le monde, au dehors, mais lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, il doit y avoir l'humilité, il doit y avoir l'amour, il doit y avoir, n'est-ce pas, la crainte de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. À l'église, vous pouvez rentrer à l'église avec votre portable, mais prenez soin de mettre votre portable dans le vibreur ou que vous coupez carrément. À l'église, tu coupes ton portable ou tu mets dans le vibreur. C'est pas bien. Lorsque nous rentrons dans l'église et nous avons nos portables qui sonnent de part et d'autre, ce n'est pas normal. Chacun de nous doit avoir la crainte de Dieu. J'invite tout le monde à rester dans la crainte de Dieu. Ceux qui viennent au culte avec les portables et qui les manipulent ne savent pas ce pourquoi ils sont venus. Disons qu'ils sont en promenade, mais ce n'est pas de leur fait parce que c'est un esprit qui est en train de les
manipulés comme ça. Et nous prions pour que ces esprits qui ne veulent pas qu'ils goûtent la gloire de Dieu, qui ne veulent pas qu'ils soient délivrés, que ces esprits-là soient anéantis afin qu'ils puissent vraiment jouir de l'amour de Dieu. Et pendant que certains s'en indignent, d'autres au contraire n'y voient aucun inconvénient. Pourtant, tout le monde est unanime sur le caractère sacré du culte. Et donc, la concentration doit être de mise. Oui, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Pendant qu'il a la tête baissée, en manipulant son portable, le message qui est en train d'être véhiculé peut passer à côté. Et il ne peut pas jouir véritablement des grâces qui est en train d'être véhiculées en ce moment-là. Pendant que le prédicateur prêche, ils ont intérêt à l'écouter et à le suivre. Et c'est ce que nous leur disons tout le temps. Là, ils ne pourront pas. Ceux qui ont le téléphone au mal la parole, ils n'écouteront rien. Et quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, c'est comme vous êtes venus à l'église sans rien apprendre, sans rien avoir. Et comme ça, vous n'allez pas grandir. Donc vous déposez le téléphone, vous écoutez la parole et après vous la reprenez. Par l'obéissance à la parole et par l'obéissance à celui qui vous a créé, c'est une bonne chose de laisser son téléphone de côté. On peut laisser le portable à la maison, on peut le laisser dans la voiture, on peut le laisser parce que le culte, ça prend combien de temps? Au plus, c'est 2 heures de temps. Hein? Et même là, même si ça prend 3 heures, ça nous épargne des réunions inutiles que nous emmagasinons quand nous avons les portables sur nous. L'usage du téléphone portable en plein culte peut troubler la concentration et il convient de limiter les débordements pour permettre aux fidèles de se focaliser sur l'essentiel qu'est la parole divine. Alors, chaque fidèle doit mettre du sien pour respecter la présence de Dieu. C'est la discipline personnelle. Parce qu'on ne peut pas rester devant l'église et dire « Toi, donne-moi ton portable. » Toi, non, on n'est pas dans une... C'est la discipline, c'est le libre arbitre. On laisse chacun faire. Parce que c'est de grandes personnes qui ont le téléphone et qui les manipulent. Et c'est des choses qui se passent un peu partout. Et c'est pas bien. La crainte de Dieu est très importante. Celui qui n'a pas de la crainte de Dieu est un homme animal. La Bible nous parle, l'apôtre Paul nous parle de l'homme animal. L'homme animal, on peut le reconnaître comment? Nous reconnaissons l'homme animal au travers de ses comportements qui est hors de ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit, nous ne pouvons que marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Le respect mutuel envers l'autre, envers soi. L'amour envers l'autre, envers soi. Et l'amour aussi envers son Dieu. Si tu as l'amour envers ton Dieu, tu ne peux pas faire du n'importe quoi ou du bêtise à l'église. Voyez un peu. Donc je demande à tout le monde de le comprendre et d'avoir un tant soit peu l'amour dans son cœur et la crainte de Dieu et ne pas faire ce qui est hors de ce que la parole de Dieu a dit. Somme toute, le téléphone portable a introduit de nouveaux changements positifs dans nos habitudes. Mais sa mauvaise utilisation pourrait nuire à la vie de foi. Passons à présent aux unes de la presse africaine en français avec Manchoukouratou Fatoumbi. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs, dans la rubrique de la presse francophone d'Afrique. C'est avec le messager du Cameroun que nous démarrons aujourd'hui. Amadou Ali en manchette, les larmes du Kolofata. Évacué il y a quelques jours pour des soins à l'étranger, le vice-premier ministre a rendu l'âme hier en Suisse. Il avait 79 ans. AG des Nations Unies, en page 9 du journal, les sentiers escarpés du dialogue sur la route du Qatar. Le Cameroun peut mieux faire, nous apprend le messager. Complexe industriel au portuaire de Kribi dans le navire du développement.
Ce journal s'en va et cède place à un autre, c'est l'évidence du Sénégal. Sonko, Mimi, l'opposition, APR en page 4, éternel répondeur automatique. Ennemi de l'opposition, boulet pour Macky Sall, Youssou N'Dour revient au centre du jeu politique, nous apprend aujourd'hui le journal sénégalais. SICAP Liberté, Zahra Iyane Thiam renouvelle son engagement auprès des populations. Coopération, Dakar et Riyad intensifient leur coopération économique et commerciale. Les précisions sont à lire avec le journal. Lutte contre le trafic illicite des produits prohibés d'une contre-valeur de 440 millions de francs CFA incinérés par les douanes du pays. Nous poursuivons pour retrouver aujourd'hui le Maroc. Entente marge, structure des prix, fait constat du Conseil de la concurrence, rapport sur le carburant. Ce qu'il faut retenir, c'est avec le journal marocain. Souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire, la 4e vague de la banque a 2 projets officiellement lancés, nous apprend le journal. Inclusion financière des artisans, Fatim Zahra Amor fait appel au crédit agricole. Il a été relevé de 50 points de base. Banque Al-Maghrib, le taux directeur passe à 2%. Et puis elle accueille l'édition 2022 d'Akia Sport Mondial de Kitsur. De quoi s'agit-il? Le journal nous éclaire. Il s'en va pour céder place à un autre. C'est le nouveau réveil qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Avec le nouveau réveil, aujourd'hui, nous lisons à la une un discours du président du parti. Il y a débat et échange sincère. BP du PDCI RDA, demain à Daoukro. La réunion de tous les espoirs, s'exclame le journal. Plainte déposée hier au parquet d'Abidjan pour dénonciation calomnieuse. Maître Tabi, l'avocat de Guy Karoué, fait le déballage. Je le cite, voici les faits qui justifient la plainte. Ceux qui ont écrit dessinent leur profil. Mon client ira jusqu'au bout. Fin de citation. Un autre journal ivoirien, aujourd'hui, c'est Le Bélier, retenu pour vous. Avec Le Bélier, nous lisons d'autres informations en oreille. BDCI, rentrée politique de Boisflé commune, Abi Richmond, les rivalités prématurées doivent cesser à tous les niveaux du parti. C'est une citation. Réforme de la CEI, Ouattara défie la justice et se moque des Ivoiriens. Avant le BP du 29 septembre, Guy Karoué redéfinit les missions du secrétariat exécutif. Et puis match amical, les éléphants se font respecter face à la Guinée, 3-1. Le quotidien numérique d'Afrique s'installe après Le Bélier. Mesdames et messieurs, Ouganda, c'est la première destination avec ce journal. Les cas d'Ebola augmentent alors que l'épidémie se propage. Niger, le pays suspend le transit des produits pétroliers envers le Mali. Pourquoi le journal nous éclaire en page 13. Et puis en manchette, Guinée, massacre du 28 septembre d'Adis Camara parmi les accusés. Sénégal, toujours avec le quotidien numérique d'Afrique. Sénégal donc, 20 ans après, les autorités rendent hommage aux victimes du naufrage de Djola. Burkina Faso, le Premier ministre échange avec les responsables syndicaux. L'œil du Sahel pour faire un tour au Cameroun. Mesdames et messieurs, ce tri-hebdomadaire régional d'informations du nord du pays nous apprend à la une aujourd'hui terrorisme. Boko Haram, la menace persiste. Convention avec le PNUD. Eh bien, le PNUD va accompagner les PME selon l'œil du Sahel camerounais. Mada, la réouverture de l'hôpital annoncée le 2 octobre prochain. Et puis, l'Ogone de Chari, 3 personnes enlevées à Kofia. Guidigui, 300 forages en cours de réhabilitation. L'événement, c'est un journal burkinabé que nous retrouvons pour vous aujourd'hui. Réajustement du gouvernement. La stratégie, ce qui se cache derrière, eh bien, le départ du général Simporé avec l'événement du Burkina Faso. Avocat, les 21 poids lourds du barreau, c'est à lire avec le journal. Et puis justice, Charles Doualio réagit. L'événement s'en va pour se déplacer en quotidien béninois. Mesdames et messieurs, c'est la presse du jour. Stratégie vers 2 millions de clients à la SB2E, c'est en manchette. Donnant Jean-Claude Oussou et Gérard
agronomiques constatent l'effectivité du projet. Les bénéficiaires très enthousiasmés. 32 632 demandes illégitimes déjà enregistrées. Assemblée nationale du Bénin, c'est parti pour la 3e session extraordinaire selon le journal et puis Université publique du Bénin. Pas d'allocation pour les étudiants en double. Nous bouclons avec le matinal, c'est le 10e quotidien retenu pour vous aujourd'hui. Dans cette rubrique, les de la presse francophone d'Afrique sur Gulf TV Africa. Et à la une, nous lisons avec le matinal harcèlement en milieu de travail au Bénin, une feuille de route élaborée. 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 5 projets de loi examinés, l'AMU et la Cour spéciale des affaires foncières, bientôt une réalité. Installation des élus consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat, une ère de prospérité s'ouvre pour le secteur de l'artisanat. Assurance maladie universelle obligatoire dans moins d'1 an, 80% des frais à la charge des entreprises. C'est en page 8 et c'est écrit rouge sur blanc. Changement d'appellation à la sélection nationale de football. La position du gouvernement est à lire en page 4 et c'est la dernière information que nous partageons avec vous aujourd'hui dans cette rubrique clé de la presse francophone d'Afrique sur Gulf TV Africa. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de cette édition. C'est ainsi que s'achève cette édition de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Les rappels des titres. Le ministère de l'économie et des finances a convié ce mardi 27 septembre les responsables et cadres d'institutions autour de l'édition 2022 de la conférence de la Direction générale de l'économie. Cotonou abrite pour 3 jours l'atelier régional de formation sur l'agriculture sensible à la nutrition. L'atelier réunit plusieurs experts en nutrition venus de pays de l'Afrique de l'Ouest. Et les élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont été installés mardi 27 septembre à Cotonou. Ils viennent de prendre officiellement fonction. Nous clôturons donc ce journal avec cette citation de Thomas Sankara qui dit qu'il n'y a pas de révolution sociale véritable que lorsque la femme... Mon choukourate. Lorsque la femme... Sankara, en effet, nous vous disons... Merci de nous avoir reçus chez vous, au cœur du Bénin et du monde. Le numéro d'aujourd'hui s'achève ainsi. Retrouvez à partir de 13h Ezel Ogoigbe et Metorwe Adoglo pour un nouveau journal. C'était un journal en anglais. Naomi, à demain.